Et je me réveille un matin après 4, 5 mois et je me disais, mais non, je ne peux pas vivre comme ça. J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas heureuse. Et c'est justement là où j'ai demandé à ma sœur, qui était avocat, juge, de me faire des contrats sur tout ce que j'ai eu. Ma maison, ma voiture, tout, 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 tout. J'ai invité toutes mes amies. Un des plus grands fêtes que j'ai fait. Chaque personne qui est arrivée partait avec quelque chose que j'ai eu. Et là, je me retrouve avec rien. Chers abonnés, bienvenue sur le podcast du Média Positif, une émission où c'est vous qui posez vos questions directement à nos invités. Chaque épisode fait partie d'une même quête. Avec humilité et sans tabou, on cherche à savoir comment vivre plus pleinement, plus intensément, ou tout simplement mieux. Et pour inaugurer ce podcast, on a le plaisir d'être à Lausanne avec l'un des plus grands aventuriers de notre époque, une véritable légende vivante, Mike Horn. Il a descendu l'Amazonie en solitaire sur un bateau non motorisé. Il a fait le tour du monde en suivant l'équateur, puis en suivant les deux pôles. Et avec ses expéditions, justement, plus ambitieuses les unes que les autres, il est devenu une source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde. Donc bonjour Mike. Voilà, bonjour, bienvenue à Lausanne. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, le concept, c'est qu'on va faire intervenir nos abonnés. Et ça va être une occasion d'en savoir plus sur votre vie et votre parcours, voilà, et qui vous êtes. Et peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites en ce moment à Lausanne et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ailleurs dans le monde? Oui, mais aujourd'hui, on choisit pas toujours ce qu'on peut faire à ce moment présent, du moment présent. Et puis, je suis revenu de Bhoutan il y a 5 jours. Et puis là, mon bateau, que j'ai passé une année, en fait, sur mon bateau en Groenland, quand j'allais dans la glace l'année passée, il est à ce moment en chantier. Et puis, dans une semaine, en fait, on va finir les travaux qu'on a fait sur mon bateau. Et puis, on va partir dans la direction de l'Amazone, la Patagonie, l'Antarctique pour les prochaines 2 ans. Il faut dire que là, on est dans les starting blocks. On fait 2 ou 3 petites dernières petites bricoles, comme on dit, pour préparer mon bateau pour partir. Et puis, une fois que tout est prêt, on traverse l'Atlantique et puis on continue notre quête de voyager, d'explorer et d'aller chercher les aventures. Et ça fait partie de votre dernière expédition en date, qui est en cours, qui s'appelle What's Left. Qu'est-ce qui Exactement, reste? exactement. Ouais, c'est une expédition extraordinaire d'y aller retrouver en fait les endroits où j'ai été il y a 30 ans. Et puis en même temps de voir comment en fait notre monde a changé. On dit 30 ans est pas long, mais dans la nature, on le voit. Et puis, je suis quelqu'un qui reste quand même pas mal positif parce que si l'homme il a créé un problème, l'homme il va trouver des solutions. Et puis, il faut pas penser que tout est foutu. Il faut pas penser que en fait, on peut plus vivre comme avant. On peut mieux vivre aujourd'hui. Et puis, en même temps, je pense que quand quand tu passes beaucoup de temps dans la nature, c'est là où tu connectes en fait avec ce qui est essentiel. Et puis des fois, on ne connecte pas trop aux choses essentielles, on connecte plutôt aux choses superficielles. Et quand les choses superficielles est plus là, on est un peu perdu parce qu'on est connecté à quelque chose qui n'a pas vraiment de vraie valeur. Ouais. Et puis c'est pour ça, moi, je suis quelqu'un qui aime bien garder mes pieds bien ancrés sur la terre, de vivre de une manière raisonnable, de pas toujours vouloir avoir plus, mais plus une qualité de vie qui est important, et puis une vie qui me donne la liberté d'exprimer qui je suis. Et à travers de ça, quoi, tu vis heureusement. Ouais. Je pense que en préparant ce podcast, il y a une question de nos abonnés, d'un de nos abonnés, qui nous a paru extrêmement pertinente pour ce contexte précis, ce contexte de temps, et qui rebondit, je pense, sur ce que vous venez de dire.
Donc c'est une question de Ambre. Voilà. Donc je vais vous montrer. Bonjour, moi c'est Ambre et donc je voulais savoir, toi qui as vécu tellement de moments forts dans tes expéditions et tes aventures, est-ce que le retour au quotidien peut paraître des fois un peu fade? Voilà, merci beaucoup. Écoute, ça c'est une super bonne question parce que tout le monde parle toujours des grandes expéditions. Euh, mais quand on prépare une expédition, comme la traversée du pôle Nord, la traversée du pôle Sud, ou de faire 27 tours du monde en bateau, on passe quand même pas mal de temps à l'extérieur. Et quand tu passes du temps loin de la maison, euh, il faut savoir qu'en fait, la maison est aussi importante. Il faut avoir une base dans la vie. Mais on n'a pas toujours envie de rentrer à la base, tout simplement parce que on vit des choses tellement fortes en émotion, tellement fort physiquement à l'extérieur, que la maison est presque fade. Il y a pas de challenge. Et puis, c'est la famille qui m'attire, en fait, de revenir à la maison. Et il faut savoir que moi, je suis toute seule, des fois en expédition, mais je m'entoure avec les gens qui sont importants pour moi. Et puis, des gens qui sont importants pour moi, c'est des gens de confiance. Et puis, après, je n'ai pas besoin d'avoir une centaine d'amis. Il faut juste deux ou trois amis qui ont un sens dans la vie et qui donnent l'énergie et qui t'aident à réaliser tes rêves et qui est là au moment difficile. Ça veut dire que tu rentres pour eux. Tu rentres pour partager en fait ce que tu as vécu avec eux. Et puis, on est presque, quand on arrive à la maison, on est presque, on a ce sentiment euh, qu'on est vidé, en fait, il y a plus rien à faire. Mais quand tu arrives à la maison et tu rencontres les gens que tu n'as pas vus depuis 2 ans, et puis ça, cet amour et cette volonté de te prendre et de te mettre dans une zone sûre et secure, parce qu'on est tout le temps en train de prendre des risques. Et quand on arrive à la maison, on ferme la porte, on est sûr. Et puis c'est ça qui est bien. Mais c'est sûr que quand tu arrives à la maison, des fois, tu dis, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je dois tout de suite repartir. C'est pour ça que ma vie était toujours d'une expédition à l'autre, tout simplement parce que le retour à la maison était juste pour préparer la prochaine départ. Ouais. Et mais justement, une question, je trouve, qui est soulevée par Ambre, c'est lorsque vous êtes ici, à Lausanne, avec, on a vu le trolleybus qui passait à l'extérieur. Il y a des routes qui sont bétonnées. Euh, Quand même, on est loin de la traversée du monde sur l'équateur, de l'Amazonie. Et donc moi, je me mets à votre place et je me dis, mais quel ennui! Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de challenge, comme on dit, dans la vie de tous les jours. Mais des fois, il faut aussi avoir ces moments de calme, ces moments où on dit, mais je n'ai pas besoin de me réveiller à 5 heures du matin, à moins 40, et puis, allez, de toute façon, on n'est pas, quand on est dans la tente, on n'est pas motivé tous les jours de sortir, de tirer la luge qui pèse 200 kilos, de se faire bouffer par un ours polaire, de tomber dans l'eau froide. Euh, on n'a pas envie que ça, les accidents nous arrivent, mais on vit dans un milieu qui est complètement hostile. Mm. Et ici, on vit dans une vie qui est moins hostile. Il y a des autres problèmes, oui, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un travail, il faut payer des factures, et ça, c'est une autre aventure qu'on doit vivre. Mm. Mais moi, je n'ai pas d'habitude de ça. Moi, je vis sans argent. La nourriture est avec moi. Je sais ce que je veux manger. Mm. Il faut l'aventure au pôle Nord, elle est plus contrôlée que la vie ici, à Lausanne. Et puis, c'est ça qui est intéressant. Des fois, quand on vit que ici, on ne voit pas comment on peut vivre ailleurs. Et c'est justement là où on doit ouvrir notre espace de vie. On doit aller au-delà de notre zone de confort. Et quand on vit, en fait, où il n'y a rien,
c'est sûr que là, tu peux vivre où il y a des gens. Parce que de vivre seul, il faut avoir une force à l'intérieur de toi. D'être vraiment seul pendant 2 ans, ça demande beaucoup de courage aussi. Quand on a des questions ou quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on veut faire de notre vie, il faut partir. Il faut partir seul. Il faut rester un peu dans la nature pour quelques jours pour vraiment découvrir ce que toi tu veux faire comme personne. Et dès que tu découvres ce que tu veux vraiment faire, tu reviens dans la civilisation et là tu peux vivre en paix avec tout le monde parce que tu sais ce que tu veux. Et alors, avant de passer à la prochaine question, je me permets de vous demander, qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais c'est, Parce que vous avez il y a 27 tours du monde, vous l'avez mentionné déjà. c'est- euh, tu vois, souvent on pense on veut échapper de la civilisation et c'est peut-être vrai, quoi. Dans ce monde qu'on vit, il y a tellement de règles et tellement ouais, de barrières en fait qui se mettent autour de nous qu'on ne peut plus vivre librement, on ne peut plus prendre des décisions, on perd notre liberté. On travaille pour gagner de l'argent, pour aller en vacances, mais quand on part en vacances, on n'est pas à 100% libre non plus. Ça veut dire que moi, j'ai décidé de vivre dans une société que je dois respecter. Mais dans ce monde, je crée mes propres mondes. Oui. Et je vis à l'intérieur d'un monde que moi, je peux prendre mes décisions, que moi, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Et puis, ça m'a enrichi comme être humain. Parce que si je dois vraiment obéir à toutes les règles de la société aujourd'hui, euh, je ne suis pas content et heureuse, comme beaucoup de gens. Mm. Ça veut dire que je crée un monde, dans un monde où je peux faire ce que je, pas à 100% libre, mais ce que je veux vraiment faire. D'accord. Je vous propose de passer à la prochaine question. C'est une question de William. C'est la première question qu'on a reçue. Salut Mike. J'ai une petite question à te poser concernant ton état d'esprit quand tu commences une nouvelle aventure. Dis-nous tout. Oui, William, ça c'est une bonne question parce qu'il ne faut pas penser que je suis quelqu'un qui n'a pas peur, hein. Il ne faut pas penser que des fois, je suis tellement bien préparé que j'ai pas des doutes sur mes actions que je veux faire. Et quand tu fais quelque chose qui a jamais été fait par avant, tu pars à 100% dans l'inconnu. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'est jamais assuré qu'on va arriver au bout de ce qu'on va faire. Mais on va mettre toute la chance à notre côté. Moi, comme je disais tout à l'heure, je m'entoure avec les gens qui m'apportent la valeur. Et puis après, je parte avec un esprit complètement libre. Je ne dois pas d'argent à personne. Euh, je ne suis pas... euh, la famille est construite autour de l'amour, il n'y a pas de cette haine. Je Mhm. parte avec la tête à 100% bien. Mm. Et puis quand mes filles me disent, mais papa, tu peux partir, c'est aussi la liberté que quelqu'un te donne pour être 100% concentré sur ce que tu vas faire. Ça veut dire que l'état de notre esprit est serein, il est zen. Mais après, ce qu'on va faire a jamais été fait. Et là, il y a beaucoup d'inconnus. Ça veut dire qu'il y a toujours ce point d'interrogation qui est à l'intérieur de nos têtes. Et là, tu dois savoir que tu dois compter sur l'état d'esprit que toi, tu as. Est-ce que tu es quelqu'un avec confiance? Est-ce que tu as tout faire pour être bien préparé? Est-ce que tu peux tu peux t'accrocher quand tout va mal? Et puis, dans ces aspects qui est plutôt des aspects psychologiques, humains, on peut construire notre confiance Mm. pour partir dans l'inconnu. Mais on n'est jamais sûr. Mais comme j'ai toujours dit, en fait, après chaque expédition, c'est que
tu peux jamais trouver des réponses à toutes les questions avant de partir. Tu peux pas. Tu peux pas tout savoir. Après, il n'y a pas d'aventure. Ça veut dire qu'en fait, si j'ai 5% ou 10% des réponses à mes questions, je parte. Et les restes des réponses, je veux trouver le long les chemins. Ça va venir vers toi. Mais il faut être prêt d'absorber, il faut être prêt d'apprendre, il faut être prêt de vraiment faire des expériences que tu n'aimes pas toujours. On ne peut pas toujours faire ce qu'on aime. Et ça, c'est la plus grande erreur de notre société aujourd'hui. On veut faire que ce qu'on aime faire. Mais la vie n'est pas comme ça. Des fois, on doit aimer ce qu'on n'aime pas faire dans la vie. Et les moments quand tu commences à aimer ce que tu n'aimes pas faire, c'est là où tu construis la confiance, tu construis ce que tu es capable de faire. Et ça te donne un esprit, mais positif dans ce que tu fais. Et à la fin, on peut avoir un doute, c'est sûr, mais il faut plutôt planter des fleurs dans la tête et pas des mauvaises herbes. Parce que quand tu plantes les fleurs dans la tête au moment quand c'est difficile, le passage des obstacles devient beaucoup plus facile. Mais quand on voit que noir, quand on voit que des difficultés, tu ne vas jamais s'en sortir. C'est comme moi, quand je suis au sommet d'une montagne, il y a une forêt, mais partout autour de moi, et je dois skier à travers des forêts. Si je regarde les arbres, je ne vais jamais voir mon chemin. Ça veut dire que les arbres, pour moi, n'existent pas. Je vois les chemins à travers des arbres. Et ça, c'est juste dans la manière que tu penses et dans la manière que tu regardes. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de partir dans l'inconnu, même si tu n'as jamais fait par avant. Comme je dis toujours, on n'est pas beaucoup plus con que les autres. Hein. On peut aussi apprendre. Et puis une fois qu'on apprend, on construit ses confiances en nous-mêmes et notre capacité. C'est là où on a un esprit positif avant de partir. Et alors, ça, c'est une question qui m'a traversé l'esprit pendant toute la préparation de cette interview, parce qu'on a regardé beaucoup de documentaires, beaucoup d'interviews, de conférences. Et effectivement, à vous écouter, on ne peut pas vous imaginer autrement. On ne peut pas vous imaginer avec un état d'esprit qui ne serait pas toujours positif et toujours orienté vers le dépassement de soi et de toujours aller plus loin, faire quelque chose de nouveau, de découvrir. Et je me demandais si, justement, dans quelle mesure c'était possible de d'obtenir cet état d'esprit. Ou alors, est-ce que vous êtes dans une autre catégorie humaine Moi, je ne pense pas que je suis dans une catégorie à part. Je suis comme tout le monde. Je pense juste un petit peu différent que tout le monde. Et ça, j'ai vu à 18 ans quand j'ai parti. Je suis né en Afrique du Sud et puis on faisait 2 ans notre service obligatoire, service militaire obligatoire. Et l'Afrique du Sud était en guerre contre les Russes. Et puis à 18 ans, quand j'ai parti pour aller faire la guerre, je voulais pas mourir. Parce qu'à 18 ans, tu es jeune. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis, à 18 ans, j'ai jamais eu une copine parce que j'étais tellement active. Je faisais du triathlon, je jouais du rugby, tennis, golf. Ça veut dire que, comme gamin, j'étais sportif. Mon papa était joueur de rugby de l'Afrique du Sud. Ça veut dire que c'est quand même d'avoir un papa qui joue pour l'équipe nationale. Pour moi, c'était très inspirant de vouloir être comme lui. Et il jouait quel poste? Il jouait demi-mêlée, numéro 9. Exactement. Le cerveau sur le terrain. Ouais, c'est sûr que c'est lui qui est là, conducteur de ce qui se passe. Le chef d'orchestre. Et puis, pour moi, quand tu es né dans un milieu qui est tellement sain et tellement active, tout devient très, très vite possible pour toi parce que tu sais que si tu pars courir les matins et puis tu t'entraînes, tu vas aller faire plus que tes amis qui ne réveillent pas, qui va pas courir.
Et puis, comme ça, tu construis en fait tes capacités de ne pas être les meilleurs de tout le monde, mais d'être les meilleures versions de toi-même. Et c'est ça qu'on doit faire, en fait, dans la vie. Si tu peux être les meilleures versions de toi-même, c'est là où tout devient facile. Quand c'est difficile pour les autres, toi, tu es un tout petit peu mieux préparé et c'est plus facile pour toi. Et puis, mon papa, tous les matins, à 8 heures, je me dis à 6 heures, j'ai eu 8 ans. À 6 heures du matin, il s'est réveillé pour aller courir. Tous les matins. Et moi, depuis l'âge de 8 ans, tous les matins, je me réveillais pour aller courir avec lui. Et puis, moi, j'étais derrière lui, mais je courais à fond la caisse pour rester avec lui. Et jamais il a ralenti que je pouvais rester avec lui. Il a toujours été, mais à fond, comme il s'entraînait, et il courait à fond à ses potentiels. Et quand je ne pouvais plus rester avec lui, je tirais un trait sur la trottoir. Et puis, ces traits, c'était pour moi, en fait, une barrière que je voulais dépasser le lendemain matin quand je partais courir avec lui. Et tous les matins, je passais cette ligne. Je n'ai jamais arrêté avant cette ligne. Ça veut dire que pour un gamin qui part depuis l'âge de 8 ans pour aller courir avec son papa, et tous les jours il bat un trait, il construit la confiance énorme. Et à 14 ans, j'ai parti avec lui et j'ai fini avec lui. Pas devant lui, juste derrière lui. Et là, il n'y avait plus de trait à tirer. Ça veut dire que quand il a joué son dernier match de rugby, on était dans la vestiaire. Et puis dans la vestiaire, tous les jeunes joueurs sont venus vers lui en disant « Bravo, tu étais toujours premier à l'entraînement, toujours dernière de partir. Tu étais toujours là pour nous écouter. Tu étais toujours là pour nous donner des conseils. » Et puis, moi, je disais « Mais écoute, mais c'est super. Moi, je vais être comme lui. » Quand les gens peuvent me dire que tu es là pour nous donner un coup de main, tu es là pour nous aider quand on est au fond d'un trou. Tu es là, première, parce que tu es un exemple. Et puis, je disais à mon papa, mais écoute, moi, je vais être comme toi. Et dans le vestiaire, il me regardait comme ça. Il y avait un moment de silence. Et puis, il a dit, mais Mike, tu ne peux pas être moi. Tu es qui tu es. Et puis là, moi j'étais un peu choqué parce que je voulais être comme lui. Nous, comme enfants, on a toujours un peu un super-héros de notre vie. Si c'était notre papa ou si c'était Superman ou Batman, on s'en fout. Mais il y a toujours quelqu'un qui nous inspire. Et puis là, il a ajouté quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Et s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, et moi je dis, mais vous pouvez être beaucoup plus fort et beaucoup mieux que moi, il faut le croire. Et quand mon papa me disait, mais Mike, je vois déjà que toi, tu es beaucoup plus fort que moi, parce qu'à 8 ans, à 10 ans, je n'étais pas comme ça. Et je le croyais. Et en croyant, tu te donnes la capacité de sortir de cette zone de confort et d'avancer dans la vie. Et puis, c'était juste là où ils me posaient des questions. Ils disent, mais pourquoi tu penses que je parte courir tous les matins? Je dis, tu pars courir parce que tu vas ajouter la valeur à ton équipe. Tu veux être la meilleure version de toi-même. Tu veux être en forme, entraîné, pour faire la différence au moment quand les autres ne peuvent pas. Parce que pour moi, c'était pour ça que je partis courir. Et puis il a dit, non, mais c'est un peu vrai, mais ce n'est pas exactement pour ça que je me réveille les matins pour aller courir. Je me réveille parce que chaque fois, quand je passe ces traits que tu as tirés sur la trottoir, et derrière moi, il y a des petits pas qui arrivent à fond la caisse pour passer ces traits, ça m'inspire. Ils disent, mais ce n'est pas moi qui t'inspire, c'est toi qui m'inspire de se réveiller. Et je le croyais. Et puis quand quelqu'un te dit à 10 ans, mais toi, tu deviens une inspiration pour moi, qui était joueur d'équipe de rugby national, tu dis, waouh, je peux inspirer beaucoup d'autres gens, juste par la volonté de vouloir toujours faire un tout petit peu plus pour moi.
Et plus pour moi, c'est pas nécessairement une compétition qu'on a vers les autres. C'est plutôt une compétition qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je vais toujours un tout petit peu plus loin. C'est pour ça que je veux dépasser mes limites. C'est pour ça que cette quête de passer cette ligne, il est toujours là. C'est quand je vous écoute, mais c'est une chose dont je suis conscient aussi. C'est fou comme quelques mots, ce que vous a dit votre père. Quelques mots, ça change une vie. Ça change une vie. Et puis c'est pour ça, quand on a des enfants, quand tu es papa ou maman de 2, 3 ans, ou un seul enfant, il faut être là pour eux. Il faut être là pour l'encourager. Et puis dans la vie, mon papa me disait, mais écoute Mike, il y a 2 vies. Hein? Il y a 2 vies. Soit tu marches sur la bordure de la falaise, et quand tu fais une erreur, tu tombes et tu meurs. Ou tu peux marcher loin de la falaise. Ou tu peux tomber, tu peux te relever, tu continues de marcher. Ils disent, mais la différence entre la vie sur la précipice ou sur la falaise et la vie loin de la falaise, la vie sur la falaise, elle est large et court parce que tu prends beaucoup de risques. Et la vie loin de la falaise, elle est longue et elle est étroite. Ils disent, mais la seule vraie différence entre une vie courte et intense et longue et chiante, c'est la vue. Sur la falaise, tu vois des choses. Tu es vivant. Il faut chercher ça dans ta vie. Il faut trouver le plaisir de vivre et pas loin de la falaise. Ça, c'est bien si tu veux pas avoir ce sentiment d'être un vivant presque mort indirectement. Il faut toujours s'approcher de ces falaises. Il faut arriver là où tu vois mieux, tu vois des autres choses. Apprends, lire, enrichis toi-même avec des choses que tu n'es même pas intéressé de voir ou de faire. Et c'est comme ça qu'on trouve une passion pour la vie. Alors, je crois que j'ai une question d'un de nos abonnés qui rebondit exactement là-dessus et qui rentre dans un sujet, je pense, particulièrement sérieux, puisqu'il s'agit de la question de risque. Et je vous laisse écouter sa formulation. Bonjour Mike, moi c'est Julien. J'ai toujours une question qui me revient, que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une part d'égoïsme à pratiquer ce genre d'aventure où tu mets régulièrement ta vie en danger? C'est une très bonne question, mais il y a des questions incroyables. Égoïste, oui. Je suis un égoïste. Et puis, pourquoi je pense que je suis un égoïste? Je te donne 2 exemples. Quand j'étais dans la force spéciale de l'Afrique du Sud, et puis j'étais sélectionné 4 sur 4000. 4 sur 4000, c'est petit, hein? C'est pas beaucoup, effectivement. Et mon premier copain, malheureusement, il a perdu sa vie. J'étais à son enterrement. Et quand tu vois les cercueils qui est là, et je passais devant les cercueils, de ma tête, je disais, mais heureusement, c'est pas moi. C'est égoïste. Hein? Jamais je me sentais aussi égoïste. Parce que quelqu'un d'autre n'est pas là, et moi, je dis, heureusement, c'est pas moi. Ça m'est resté, mais toute ma vie dans ma tête. Pourquoi j'ai pensé comme ça? Après, quelques années plus tard, quand j'ai malheureusement perdu ma femme, Cathy, et puis je voulais mourir avec elle, parce que je l'aimais tellement, j'étais égoïste. Parce que c'est plus facile de mourir que de rester vivant. C'est égoïste, c'est pour moi. Et puis après, aussi, quand ma femme me disait, mais tu dois vivre pour moi et pas mourir pour moi, c'était juste là où elle me donnait un autre objectif dans la vie, de être plutôt pas trop égoïste, mais de vivre pour les autres. Et c'est sûr que quand on part pour nos expéditions, on ne peut pas penser pour tout le monde, parce qu'on sait que c'est risqué. On sait qu'il y a des dangers. On sait qu'en fait, on peut mourir.
Et si on veut vraiment, vraiment rester vivant, il y a un bout de moment et tu es seul, il y a un bout de moment que tu dois être égoïste. Parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui partage. Je suis quelqu'un qui est là pour les autres. J'ai toujours dit que moi, je vais être fort pour que je peux aider quelqu'un. Si je vois une bagarre, je veux toujours aider les plus faibles. Je n'ai pas peur de m'engager, tout simplement parce que je, j'ai- je, je suis fait pour soutenir les gens. Mais en même temps, dans la survie, je suis tellement égoïste. Ça veut dire que je vis dans un monde à part. C'est comme les pôles Nord et les pôles Sud un peu. Au moment que je peux dire que c'est moi, comme on dit, mes copains d'abord, mais moi juste avant. Et puis après, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est les autres devant moi et moi, je suis à leur service, en fait. Mais je pense que quand ta vie ou le parcours de la vie te mis en confrontation avec beaucoup de choses dans une vie très courte, hein, qui est généralement, on dit en général 30 000 jours en vie, jusqu'à l'âge de 82 ans. Je pense à 38 ans, quand je me trouvais devant la peloton d'exécution, et j'ai fait que la moitié de ma vie, j'étais prêt de mourir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de comment vous êtes retrouvé dans un peloton d'exécution, juste pour qu'on... C'était juste pendant l'expédition de Latitude Zéro. J'ai passé, j'ai rejoint Zoris et je rentrais en Congo. Et Congo, à l'époque, c'était un bordel pas possible avec beaucoup de groupes de terroristes différents qui se battaient pour la pouvoir et puis qui se battaient entre eux. Moi, j'étais à Uganda, parler avec Andy leader d'une rébellion qui était là, le mouvement pour la libération de Congo. Et puis, parce que je voulais passer, en fait, dans la région où la MLC était très présent. En parlant avec eux, je voulais leur dire que je veux passer. Et puis, je ne suis pas là pour faire la guerre. Je ferme mes yeux et je vais tout droit. Et puis, j'ai demandé leur permission. Et puis, ils ont dit, d'accord, c'est bon. On te donne la permission, mais il faut nous payer. Et puis, j'ai eu que $1 000 de ma poche. Et lui, il voulait 10 millions, 10 000. Et puis, quand j'ai sorti les 1000 balles, j'ai dit, mais j'ai que ça. Il a pris les 1000 balles et puis il a dit, vas-y. Mais il n'a pas averti ses soldats que je veux passer. Il a juste pris de l'argent. Et puis, il me donnait une indication où je pouvais aller. Et puis, j'étais tout près d'un petit village qui s'appelle Panga, où il y avait un grand leader des rébellions qui était là avec son militaire. Et puis, moi, j'étais allé chercher l'abri là-bas. Mais lui, il ne savait pas qui j'étais. Et j'ai été capturé avec quelqu'un d'autre qui sont mis devant un peloton d'exécution le lendemain matin, une exécution publique. Et là, ils ont tué l'autre gars qui était à côté de moi. Et puis, quand j'ai vu qu'ils ont d'abord tiré sur l'autre, j'ai dit, mais il faut faire quelque chose. Je ne peux pas rester debout au milieu de la route et ramasser une balle de ma tête. Et j'ai approché rapidement les gars qui tiraient. Et puis, j'ai pris la fusil, je le mis contre ma tête en disant, mais tu mens si tu veux. Mais tu ne peux pas vraiment tuer mon esprit. Il va rester avec toi toute ta vie. Jamais tu peux me tuer. Et puis, ces moments de réflexion, ces moments de contraste dans ce qui n'était pas planifié pour lui, a déstabilisé en fait la situation. Et puis, un policier a sorti du public, et puis il a sauvé ma vie. Et puis, quand on dit que la nuit avant, quand on était les deux dans une hutte capturée, l'autre gars, il est mort le soir avant parce qu'il a lâché.
il voulait plus survivre, il voulait pas se battre. Et puis quand tu dis, mais demain on est mort, et moi je dis, demain on n'est pas mort, demain, il faut pas être mort avant d'être mort, il faut croire faut croire qu'on va s'en sortir. Parce que tu peux pas perdre l'espoir dans la vie. L'espoir, c'est la seule chose dans les moments difficiles que tu peux rester accroché. Et puis, lui, il a perdu l'espoir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on pue presque la mort. On accepte. Et les autres gens le sont. C'est pour ça, peut-être, lui, il était tiré en première, parce que mon esprit n'était pas encore prêt de mourir à ce moment-là. Et puis, quand tu dis que 1 seconde à l'autre, tu es soit vivant ou mort, c'est justement là où tu crois dans les bonnes étoiles qu'on a. Quand tu mets de l'énergie, tu vas recevoir l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui te garde vivant. Il faut jamais lâcher. Il faut jamais dire que c'est fini jusqu'à c'est fini. Mais avant, non. Et ça, c'est vraiment une philosophie que chacun de nous doit avoir dans notre vie de tous les jours. Quand on est jeune et on veut faire des choses, il faut aller à fond, il faut croire vraiment dans tes capacités. Parce que si tu es positif, c'est là où les choses peuvent t'arriver qui est bien. Mais si tu es négatif, moi, c'est fini. Avant de passer à la prochaine question, il y a aussi un élément clé que vous n'avez pas mentionné, c'est que en faisant ces expéditions, vous inspirez des centaines de milliers de personnes. Et pour moi, c'est pas quelque chose à négliger. Enfin, on le voit, bon, derrière vous, il y a toute une série d'expéditions. Vous avez repoussé les limites de l'homme. Et je ne sais pas justement dans quelle mesure c'est une chose qui vous anime, vous, de laisser une marque inspirée. Moi, je pense que c'est important quand on arrive, comme moi, tout près de 60 ans, et puis on doit dire que qu'est-ce que j'aimerais bien laisser derrière moi? Et puis, laisser derrière moi, je veux plutôt laisser cette mentalité que tout est possible si on croit de notre capacité et on travaille pour arriver. Et ça, c'est juste quelque chose que tout le monde peut faire. Si on travaille, si on se réveille plus tôt, si on va aller courir, juste pour être physiquement un tout petit peu plus en forme, on boit pas trop, mais je dis, il faut pas, oui, il faut profiter de la vie, mais si on boit pas trop, si on va pas trop dans l'accès, quand il y a trop, ça va pas non plus, hein. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il faut vivre d'une manière qui est plutôt constructive. Tout devient possible. Et si on vit où tout est possible, on commence à inspirer les gens qui ne voient pas la vie comme ça. Parce qu'ils disent, mais moi, je peux être comme lui. Et puis, moi, je n'étais pas toujours conscient de l'inspiration, parce que l'inspiration, pour moi, c'était juste quelque chose de normal. Moi, j'étais inspiré par les autres, et puis si je dois inspirer beaucoup de gens aujourd'hui, c'est à travers d'une action que je fais dans la manière que j'ai décidé de vivre qui inspire la jeunesse. Et puis, quand tu prends la jeunesse d'aujourd'hui, je dis que de vivre de ce moment actuel où on est un peu en guerre, où l'économie ne va pas, où la planète est en train de réchauffer. Waouh, il y a beaucoup de négatifs dans tout ça. Mais ça, de toute façon, on ne peut pas trop changer. Ça, c'est quelque chose qui est un peu au-delà de notre contrôle. Si tu veux inspirer les gens, contrôle ce que tu peux contrôler dans la vie. Et des moments quand tu contrôles, en fait, qui tu es, où tu travailles, ce que tu fais, ton attitude, au lieu de râler, d'être positif dans la vie, ça commence à inspirer les gens et tu verras un milieu que tu crées qui est tellement comme un vortex qui monte par en haut,
qui inspire les gens et tout le monde veut sauter en fait dans cette énergie parce que ça tire tout le monde ensemble par an. On s'en fout si la planète chauffe ou pas. Mais indirectement, ce qui est important, c'est qu'autour de nous, quand on inspire des gens, on va trouver des solutions, qu'on sauve notre planète, qu'on sauve en fait la humanité en général. Alors, la prochaine question, elle aborde un sujet en fait, qui est présent dans notre discussion depuis le début, mais je trouve qu'elle est posée d'une manière très intéressante, parce qu'elle ouvre sur... elle est très, très large. C'est une question de Cécile. Bonjour, question à Mike Horn. Comment as-tu trouvé cette volonté inaltérable pour réaliser toutes les aventures de ta vie? Merci. Oui, c'est sûr, des fois, il faut vraiment, il faut creuser profond, hein. Et puis des fois, on creuse à l'intérieur de nous pour trouver du courage, pour trouver ce qu'il faut pour continuer d'explorer, même des fois quand on pense que, en fait, notre monde n'est pas juste. Parce que quand tu penses, à 18 ans, je perds mon papa, je perds ma sœur, je perds ma femme, je perds ma mère. Une autre sœur de moi, elle tombe 3 étages et pète son nuque. J'ai tout perdu dans la vie. Et puis si on est influencé par des choses qui n'étaient pas vraiment sur notre contrôle, on va rester écrasé toute notre vie. Quand je dois couper mes doigts dans la tente parce qu'il fait trop froid et je gèle mes mains, et puis la glace recule plus vite que tu peux avancer à pied. C'est sûr qu'on pense que tout le monde est contre nous. La nature est contre nous. Les gens sont contre nous. La vie en général, elle est contre nous. Mais non, il faut voir du positif dans tout ça. Et puis quand tu commences de voir un tout petit peu de lumière au fond de la tunnel, et puis tu sais que tu as marché, mais pour des heures et des heures et des jours et des jours et des mois, dans la nuit noire, et tu vois cette petite lumière au fond du tunnel. C'est là où, en fait, cette feu qui est à l'intérieur de toi, que toi tu dois allumer, il brille plus fort. Il devient la moteur derrière tes actions. C'est pour ça que je dis, l'espoir, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais perdre. Parce que l'espoir nous permet de croire dans notre capacité. Et quand tu crois dans tes capacités, tu es capable de changer le parcours de ta vie. Et c'est ça que j'ai fait toute ma vie. J'ai toujours changé le parcours de ma vie malgré toutes les difficultés que j'ai eues. Et puis, quand je dis les difficultés, ouais, j'étais voleur en Suisse. Quand j'ai arrivé 30 ans, j'ai eu rien, mais rien. Je dormais dans les églises avec les vaches et je m'en foutais. Je vivais du moment présent parce que pour moi, c'était la liberté de faire ce que je voulais faire. Mais justement, là-dessus, moi j'ai trouvé très peu d'informations sur votre arrivée en Suisse. Et selon ce que j'ai pu découvrir, vous avez organisé une grande fête en Afrique du Sud. Exact. Vous avez donné toutes vos possessions à vos amis. Donc là, on a l'impression d'être dans un roman quand vous dites ça. Et bon, évidemment, l'histoire est très belle, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est passé? Est-ce qui vous a traversé l'esprit? Quand mon papa est décédé en Afrique du Sud et j'ai rentré du militaire, j'étais à l'université de Stellenbosch pour faire mes études. Je faisais mes études sur les blessures sportives et la psychologie du sport. J'ai fini mes études et puis mon oncle me demandait de venir travailler pour lui. Et je faisais un master dans business management, dans comment gérer une société et l'économie. Rien à voir avec ce que j'ai fait mes études sur les blessures sportives et puis la psychologie du sport. On faisait de l'importation et l'exportation des produits frais, la boîte familiale. Et puis mon oncle, il me dit que Mike, du chou.
tout le monde mange des choux en Afrique du Sud, mais en fait, les prix des choux est trop bas. Et des fermiers ou des paysans ne peuvent plus planter des choux parce que ça ne apporte pas assez d'argent. Et puis je dis, mais comment on va faire pour capturer un marché? On fait monter les prix du chou et puis que tout le monde me fait confiance de m'envoyer leurs choux, que je peux distribuer des choux partout au monde. Une longue histoire courte. J'étais vers les fermiers ou les paysans et puis je leur disais, mais écoute, aujourd'hui, par chou, vous gagnez 1 euro. Moi, je vous dis que vous allez gagner 3 euros. Envoyez-moi les choux, comme ça, je vais faire monter les prix des choux, que vous pouvez gagner beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et puis, avec ces convictions que j'ai eues, en fait, les fermiers en Afrique du Sud, qui produisent quand même 80% des choux dans l'hémisphère sud, m'ont envoyé des choux. Je les mets dans les grands frigos, des énormes frigos où tu mets les trains. Les trains arrivent, tu décharges des choux, mais je ne les mettais pas sur les marchés. Et tout sur les marchés était vendu, et tout d'un coup, moi, j'ai eu tous les choux. Le monopole. Et je laissais pourrir les choux aussi, en fait, dans les frigos, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop. Et gentiment, j'ai commencé de remettre les choux à une bonne quantité sur les marchés et les prix ont monté. Après, j'ai eu un coup de bol, mais vraiment, il y a un gel noir qui arrive et puis quand il y a un gel noir, des choux pourris à l'intérieur. Et puis, tout d'un coup, il n'y avait plus de choux qui pouvaient arriver sur les marchés et les petits peu de choux que j'ai eus, je pouvais toujours mettre sur les marchés. Et les prix ont monté. Et on a gagné beaucoup d'argent. Après, pendant quelques mois après, les paysans, les fermiers étaient contents, ils m'envoyaient des choux et puis on contrôlait les marchés qui étaient corrects pour l'acheteur et pour les paysans. Et puis, c'était comme ça qu'on a stabilisé en fait des prix des choux à quelque chose qui apportait de l'argent. Et puis, j'ai gagné pas mal d'argent. Et je me réveille un matin, après 4-5 mois, et je me disais, mais non, je ne peux pas vivre comme ça. C'est fini. Ma vie est finie. J'ai tout ce que je veux. J'ai ma maison. J'ai la dernière GTI qui importait d'Allemagne. J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas heureuse. Je suis prisonnier dans un truc qui ne me plaît pas. Et c'est justement là où j'ai demandé à ma sœur, qui était avocat, juge, de me faire des contrats sur tout ce que j'ai eu, ma maison, ma voiture, tout. Et puis, j'ai invité toutes mes amies, un des plus grandes fêtes que j'ai fait. Et puis, chaque personne qui arrivait aux fêtes partait avec quelque chose que j'ai eu. Et puis, même la maison a été donnée à tous mes copains, parce qu'on était une dizaine de copains qui vivaient ensemble dans une maison. Et là, je me retrouve avec rien. Et puis, un peu d'argent pour acheter un billet pour aller ailleurs. À l'époque, l'Afrique du Sud était boycottée. Et je pouvais aller en Angleterre, Israël et la Suisse. 3 pays au monde où je pouvais aller sans visa. Premier avion était pour Israël, bourré de monde, plein, il n'y avait pas de place. Et puis, je disais, mais je vais faire, je reste à l'aéroport et puis je monte dans la deuxième avion. Et la deuxième avion était pour la Suisse. Il y avait une seule place. Je rentrais dans l'avion et j'arrivais à Zurich avec rien. Ça veut dire que quand
tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue. Moi, je parlais afrikaans à la maison, Zulu et Xhosa. Mais ici, on parle allemand, français, italien. C'est des langues étrangères pour moi. C'est pour ça que je parle aussi mal français. Et puis, en fait, j'arrive à l'aéroport, j'ai parti en stop. Je ne savais pas où je voulais aller. Je voyais juste un lac Léman, tout près de Genève et Lausanne. Je parti en stop sur l'autoroute, et puis la police arrête, et puis ils me disent, mais tu ne peux pas faire l'autostop sur l'autoroute. Je dis, non, mais je ne savais pas, en Afrique du Sud, on fait l'autostop n'importe où. Ils me chargent dans leur voiture, et puis ils me ramènent mais une trentaine de kilomètres plus loin, ils me laissent, ils disent, mais tu ne peux pas faire l'autostop. Mais en fait, je savais très bien que je ne pouvais pas faire l'autostop. Et en Suisse, les gens sont tellement disciplinés qu'ils vont appeler la police et c'est sûr que la police va m'amener un petit peu plus loin. Et c'est comme ça que j'arrivais avec la police qui m'a amené dans un village à l'autre, à Lausanne. Et puis c'était justement ici où, en fait, j'ai commencé de voler un peu dans les jardins pour rester vivant, demander du travail à gauche, à droite, mais je voulais jamais de l'argent, je voulais juste travailler. Et puis j'arrivais en fait à Martigny pour faire la vendange et puis ramasser des pommes. Mais l'Afrique du Sud, on ne pouvait pas avoir du permis de travail. C'est sûr que là, je décide de partir en Tel Aviv. Je suis à Martigny, il y a un type qui arrête avec un 2 chevaux. Il me demande où je voulais aller. Je dis Tel Aviv. Ils disent non, il va jusqu'à Châteaudet. J'arrive à Châteaudet, mais un super village dans les Alpes. Et puis, il me laisse là. Et José a changé ma vie. Parce qu'il a parti, il a reculé. Ils disent, mais Mike, c'est minuit. Tu dors où? Je dis, mais je dors où je trouve la place. Et puis ils disent, mais viens dormir chez moi, je gère l'auberge de jeunesse, et puis tu peux dormir chez moi. Et puis je dis, mais j'ai pas d'argent à payer. Il dit, c'est pas grave, tu vas faire la vaisselle, tu vas nettoyer, tu vas faire les chambres, et puis comme ça tu payes pour ta bouffe et tu payes pour les nuits. Et puis j'ai resté le week-end à l'auberge de jeunesse à Châteaudet. Et puis, c'était justement là où, en fait, il disait, mais ce type, il a de l'énergie. Et puis, je peux lui demander de gérer l'auberge de jeunesse. Pendant lui, il faisait ses cours de répétition militaire. Chaque année, les Suisses font 2 semaines de cours de militaire. Et puis, je gérais l'auberge de jeunesse. J'ai appris de skier. Et puis, après, j'ai rencontré ma femme à Châteaudet. Et c'est comme ça que j'ai arrivé en Suisse, avec rien, aucune expectation. Je vivais avec mes 0, pas un centime, mais tout était possible pour moi. Je ne voyais pas l'argent comme un moyen d'arriver quelque part. Je voyais mes capacités d'apprendre à parler une autre langue, de skier où je n'ai jamais skié, comme des outils qui me permettent d'avancer dans la vie. Cherche les outils dans la vie. Si vous êtes un peu perdu, prends un peu un recul. Il faut changer les choses parce que si vous n'êtes pas motivé d'y aller bosser, il faut changer quelque chose. Et moi, j'étais plus motivé, même avec beaucoup d'argent, même avec la vie que je pensais que je voulais. Je n'étais pas motivé d'aller bosser. Et c'est à ce moment-là que je dis, je fais une fête, je donne tout à tout le monde et je change ma vie. Quelle histoire. Je reprends mon terme, on est dans un roman, je trouve. C'est une histoire extrêmement inspirante. Et c'est une histoire de prise de risque, là aussi. Effectivement, vous arrivez sans rien, ici en Suisse, sans savoir ce que vous allez faire. Et comme vous disiez tout à l'heure, généralement, vous vous lancez dans vos expéditions en connaissant 5 à 10% des facteurs, en maîtrisant 5 à 10%, et vous découvrirez sur le terrain. Et j'ai une question à ce sujet, et qui vient d'une personne qui compte beaucoup pour moi, puisque c'est mon propre père. Wow. Et voilà, il s'appelle Philippe. Bonjour Mike, vous donnez beaucoup d'inspiration par la puissance de vos réalisations. Du coup, je m'interroge, y a-t-il des moments de doute et comment les gérez-vous? Avez-vous une martingale? Merci.
Voilà, mais Philippe, il est jeune, hein. Tu as la chance d'avoir un papa comme ça. Mais Philippe, ouais, le doute est un peu omniprésent dans ma vie. Mais il faut savoir contrôler ces doutes. Du doute, on peut avoir sur ce qu'on ne connaisse pas. L'inconnu crée ces doutes. Et quand tu doutes tes capacités, là, tu es un peu dans la merde. Et puis, comme je dis, c'est que ma vie, je le décris un peu comme ça. Moi, je suis toujours un peu dans la merde, mais c'est que la profondeur qui varie. Et puis, quand ça commence de monter, là, il ne faut plus avoir du doute sur tes capacités, mais tu peux avoir un doute sur l'inconnu, parce qu'on ne sait pas. C'est normal. Et quand on a un doute, c'est justement là où il faut avoir quelque chose de positif dans ces doutes. Et moi, je suis l'aliment positif dans ces doutes, parce que les gens commencent à se douter de leur capacité. Et il ne faut pas, surtout pas. Tu peux avoir un doute sur tes manques de connaissances vis-à-vis de ce que tu vas voir devant toi, mais pas sur tes capacités d'être humain. Et puis, c'est quand même quelque chose qui, quand on a un doute, ça nous permet presque de construire l'énergie. Et quand on n'a pas un doute, on ne construit pas de l'énergie. Ça veut dire que ces doutes ne doivent pas être quelque chose qui casse qui tu es, mais un doute doit construire qui tu es. Et puis, en travers de ça, tu surpasses en fait les obstacles. Maintenant, on dit qu'un doute, on n'a pas vraiment peur d'avoir un doute. Mais un doute crée une peur. Et on n'a plutôt pas envie d'avoir peur dans la vie. Peur, c'est quelque chose qui est complètement négatif. Mais moi, je l'analyse, mais très rapidement dans ma vie. Je dis un gamin qui rentre dans sa chambre, et puis il n'y a pas de lumière dans sa chambre. Et puis, il a peur de rentrer dans la chambre. Pourquoi il a peur de rentrer dans la chambre? Il a peur de la nuit, qu'il ne voit rien. Ou est-ce qu'il a peur que quelqu'un est peut-être caché sous son lit et puis qu'il va sortir et le fait peur? Ou est-ce qu'il a peur parce qu'il a laissé ses jouets un peu partout, il n'a pas bien rangé ses jouets et puis quand il marche dessus, ça va le faire mal? Il a peur de quelque chose. Et quand ils disent, mais j'ai peur parce que peut-être il y a quelqu'un caché sous mon lit, il n'a pas peur de la nuit ou que la lumière n'est pas allumée. Il a plutôt peur de celui-là qui va peut-être l'attaquer parce qu'il a lu trop de trucs ou quelqu'un a raconté une histoire qui a créé une peur dans sa tête. Ça veut dire que quand tu fermes avec du bois son lit et personne ne peut rentrer, c'est là où il va rentrer dans sa chambre, même avec la lumière éteinte. Tout simplement parce qu'on a résolu ses peurs. Moi, quand tu as un doute, tu dois savoir pourquoi tu vas avoir peur. Et après, tu dois traiter la peur, c'est quelque chose de spécifique. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai plutôt peur de souffrir. Ça veut dire que je veux faire en sorte que je ne souffre pas au moment quand ça m'arrive. Et dans ces cas-là, on gère ces doutes. Mais il faut, comme je dis, la doute, construire la force. Il ne faut pas que ça te tire vers le bas. Là, c'est une question qui sort un peu de la discussion qu'on a depuis le début. Enfin, c'est un pas de côté, mais qui permet aussi d'en savoir un peu plus sur la manière dont vous réfléchissez. Et c'est une question qui vient d'Iris. Voilà. Salut Mike, je me demandais le métier que tu aurais aimé exercer si tu n'avais pas été explorateur et pourquoi. Ah ouais. Bah, moi, je voulais toujours être explorateur. Il n'y avait rien d'autre pour moi. C'est sûr que quand tu commences à travailler, quand j'ai commencé de faire mes études à l'université, puis je travaillais avec les athlètes qui ont eu des blessures.
j'étais touché par, en fait, ces volontés que les athlètes qui, qui veulent participer aux Jeux olympiques, par exemple, que tout d'un coup, leur vie change parce qu'il y a une blessure de genou ou de cheville ou une blessure musculaire. Et puis après, tu vois toute leur vie qui s'effondre parce que leur rêve est brisé. Et c'est brisé par un genou. Et puis, c'est justement là où je pense que si j'étais pas aventurier, je travaillais beaucoup plus avec les athlètes de haute performance dans les aspects psychologiques de guérir après une blessure physique, mais il y a une blessure mentale qui reste. Et j'étais coach de l'équipe d'Allemagne de foot en 2014 quand ils ont joué au Brésil dans les Coupes du Monde et puis ils ont gagné. J'étais coach aussi de l'équipe de cricket. C'est un jeu de con un peu, mais que personne comprend en fait comment ça se joue. Mais C'est le baseball anglo-saxon. exactement. Anglais. Et puis c'est la deuxième plus grand sport du monde. Oui. Ouais. Et puis, Des millions de personnes regardent les matchs. exactement, Ouais. c'est fou. Puis après, d'amener une nation comme l'Inde, de devenir les meilleures équipes du monde, pour moi, c'était vraiment une mission. Parce que je pense que je peux aider les gens. Parce que j'ai vécu des choses. Et ce n'est pas une théorie, c'est une pratique que j'ai utilisée sur mes capacités. En faisant ce que je faisais au pôle Nord, dans les Himalayas, un peu au pôle Sud, quand on se retrouve toute seule et puis on est blessé, comme je pétais mon genou pendant la descente de l'Amazone, 7000 km à la nage, tu es toute seule, coincée dans un canyon avec un genou pété, et qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu vas arrêter là ou est-ce que tu vas essayer de continuer? Tu n'as pas de choix. Tu dois continuer. Mais la méthode qu'on pense, jusqu'au moment que tu dis, mais je veux partir et je veux continuer, malgré ce que j'ai eu comme accident, ça me permet de devenir mentalement très fort. Et cette force dans la mentalité, on peut partager avec les athlètes. Et des fois, moi, je regarde beaucoup des rugby, et puis tu vois la France qui a gagné la six nations maintenant et tout ça. Moi, je suis tellement fier d'eux. Mais en même temps, quand ils sont perdus contre l'Afrique du Sud, en fait, et puis par un point, ils commencent de pointer les doigts dans beaucoup de directions, mais pas vers eux. Ça veut dire qu'ils disent, ouais, l'arbitre, il a fait des erreurs. Mais des fois, l'arbitre est pour toi et des fois, elle est contre toi. Si tu assumes que tu as perdu, tu peux construire. Mais si c'est la faute de tout le monde, tu ne construis pas. Et c'est juste après, malheureusement, la blessure qu'Antoine il a eue, et tout le monde maintenant, ah ouais, c'était exprès. C'était l'émission des Irlandais de faire la blessure à quelqu'un. Non, c'est pas ça. Parce que la France a tellement compté sur un seul joueur qu'il ne voulait pas qu'il est blessé parce qu'après il peut perdre. Ils vont tout faire en sorte d'accusation vis-à-vis des autres qui n'est pas vrai. Il y a des blessures. C'est quelqu'un qui s'engage, Antoine. C'est quelqu'un qui joue à fond. C'est quelqu'un qui est prêt de prendre des risques. Et s'il se fait plaquer et se blesser, c'est comme moi qui descends de l'Amazone à la nage et je pète un genou. Mais quand on compte trop sur un joueur ou quand on compte trop sur une personne comme moi qui doit arriver vivant de l'autre côté, c'est là où, en fait, on perd la réalité. Et c'est pour ça, moi, je dis que dans ma vie, en fait, il faut prendre des choses comme ça arrive. Le passé n'était pas nécessairement mieux qu'aujourd'hui. Le futur ne va pas nécessairement être plus mal qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire que quand on vit dans ces moments présents, on prend la responsabilité
on accepte ce qui se passe autour de nous, même si notre meilleur joueur est blessé. Mais on construit l'énergie dans l'équipe. On peut aussi gagner. Et il ne faut pas maintenant pointer, comme moi, souvent, quand j'arrive à 200 mètres du sommet du K2 et je dois faire un demi-tour, et je dis, mais c'est parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de neige. Il y a du vent, il y a la neige. Ça fait partie de mon milieu. Mais ces journées-là, je n'étais pas à 100% prêt pour aller au sommet. C'est pour ça que je ne suis pas arrivé. J'ai assumé mes responsabilités. Et du moment quand tu assumes tes responsabilités, tu construis ta vie. On va basculer vers la dernière question. Et alors là aussi, une question plutôt originale et une question qui me retire toute forme de travail. Et vous allez voir, c'est une question de Sophie qu'on a trouvée, voilà, très originale. Bonjour Mike, je suis Sophie. Voilà, je me disais que vous aviez répondu à des centaines de questions, que ce soit lors d'interviews ou même lors de vos aventures. Et je me disais, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a jamais posée pour laquelle vous auriez eu plaisir à répondre? Là, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce qu'il y avait tellement de questions que les gens me posaient déjà de ma vie. Mais la question que les gens ne m'ont jamais posée, c'était que comment tu traites l'échec? Parce qu'on a aussi les échecs. On regarde que du succès toujours. Mais l'échec, pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile de gérer. Mais l'échec, pour moi, c'est aussi quelque chose que j'utilise pour construire ce que je fais. Et puis, je pense que aujourd'hui, on vit dans un moment où on peut avoir pas mal d'échecs. Et puis, je vois en fait la cycle de notre vie un peu comme quand mon arrière-grand-père il est arrivé en Afrique du Sud depuis la France et puis ma grand-mère de Hollande, ils sont arrivés en Afrique du Sud sur un bateau, mais il y a très longtemps. Et puis mon grand-père, il était à pied au boulot, arrière-grand-père. Et après, mon grand-père, quand il était né en Afrique du Sud, lui, il était en vélo pour aller au boulot. Et mon papa, lui, il était en bagnole au boulot. C'est-à-dire qu'il y a cette progression. Et puis, maintenant, parce que je crois dans une vie qui a des cycles, moi, je préférais presque de nouveau d'y aller à pied à l'école. Et puis, quand tu vois en fait que la progression nous permet de rendre la vie facile, on dit que des gens qui ont une vie facile rendent notre monde difficile. Et quand notre monde devient difficile et puis on doit se battre et tout ça, tu ne peux pas être faible. Tu dois devenir plus fort comme être humain pour surpasser ces difficultés. Et c'est pour ça, je crois, dans les moments difficiles, les gens doivent devenir plus forts pour surpasser les problèmes. Et quand on surpasse des problèmes, la vie devient un tout petit peu plus facile. Et là, les gens deviennent un tout petit peu plus faibles parce que la vie est facile. Et puis quand la vie, de nouveau, il devient plus difficile et nous, on est plus faibles, on doit devenir plus forts pour surpasser les obstacles. Et les échecs me rendent plus fort. Parce qu'à travers des échecs, je peux surpasser la difficulté. Mais moi, je dois être prêt de m'adapter. Des fois, on est faible quand la vie est facile parce qu'on se met un tout petit peu plus en arrière. Mais quand on se met un tout petit peu plus en arrière, la vie devient plus difficile et on ne peut plus le surpasser. Et ces moments-là, pendant les échecs, tu dois devenir tellement fort. Et quand tu deviens tellement fort,
c'est là où la vie devient de nouveau facile. Je pense que ça nous donne une conclusion à cet échange, qu'on aimerait poursuivre des heures et faire des podcasts sur chacune de vos aventures, singulièrement. On vous remercie chaleureusement pour inaugurer ce podcast. J'espère que en fait, ça apporte un peu la valeur aux gens, parce que de vivre une vie qui est aussi libre, aussi intense. Et pour conclure, comme je dis souvent, peut-être trop souvent, que la vie a 30 000 jours. Hein. Et puis jusqu'à l'âge moyen de 82 ans, on n'a que 30 000 jours. La moitié du temps, on dort. 15 000 jours foutus parce qu'on dort. Ça veut dire que tu as 15 000 jours de vraiment faire ce que tu as envie de faire dans la vie. Et puis jusqu'à 10 ans, tu ne décides pas trop de ce que tu fais dans la vie. Et là, il y a encore 3 000 jours qui a écoulé. Ça veut dire que pour vraiment faire quelque chose de bien avec ta vie, on ne peut pas perdre un jour. On a 10 000 jours vraiment de vivre de ce qu'on veut vivre et ce qui nous rend heureuses dans la vie. Il ne faut jamais chercher plus que d'être heureuse. On va toujours avoir assez d'argent, on va avoir des bons copains, on va avoir une vie facile si tu es heureux.